Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de stratégie, de référencement, de visibilité en ligne. Donc, je suis super contente d'être là pour ce nouveau webinaire. C'est la première fois qu'on aborde cette thématique-là chez Yapla. Et alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit mot en attendant que tout le monde nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Margot, tu peux passer la slide 2, s'il te plaît? Donc, on est actuellement sur Livestorm, simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne, Livestorm. Donc, c'est la plateforme sur laquelle on est en live actuellement. Et donc, vous avez à disposition un chat en bas à droite. Je vois qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont trouvé. Vous pouvez faire un petit coucou, vous pouvez partager un mot sur votre association. Vous avez un onglet questions qui porte très bien son nom, puisque c'est ici que je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire. On sera là avec Titouan pour répondre à vos questions tout au long du webinaire. On aura aussi un moment dédié à la fin. Et puis, vous avez aussi un onglet sondage. On va vous poser quelques petits sondages pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à participer. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Oui, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir le replay à la fin avec la présentation que vous voyez à l'écran. Et peut-être un petit mot du coup pour se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je suis Solène, enchantée. Voilà, je fais partie donc de Yapla. Yapla, c'est la plateforme de paiement et de gestion tout en un, donc pour les associations, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on permet en fait aux associations d'encaisser tous leurs paiements gratuitement et d'avoir accès à des outils de gestion et de communication, comme la possibilité de créer son site web, d'avoir accès à un système comptable. Bref, l'idée de centraliser tous vos processus et vos données en un seul et même endroit pour vous faciliter la vie et tout simplement gagner du temps au quotidien. Et donc, en plus de cette plateforme-là, on aime bien proposer plein d'astuces pour vous accompagner dans votre vie associative. Et donc, pour ça, on s'entoure d'experts comme La Réponse, donc avec Margot et Titouan qui sont avec moi aujourd'hui. D'ailleurs, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et du coup, je vous propose également de vous présenter pour la communauté. Bonjour à toutes et à tous, hyper content d'être là ce soir avec vous. Donc moi je vais parler très rapidement et après je vais laisser la parole à Margot juste pour nous parler de l'association dans laquelle nous travaillons. Donc La Réponse, c'est une association dont la mission est de rendre visibles les acteurs du changement, les associations, sur les moteurs de recherche. Et donc on travaille exclusivement avec des acteurs engagés, des associations, des structures de l'ESS qui partagent nos causes, notamment la durabilité, la résilience, la justice sociale. L'idée, c'est de proposer aux associations de pouvoir, à travers le référencement, être plus visibles et donc du coup proposer aussi une alternative à la société, on va dire à l'économie plus traditionnelle. Pour pouvoir augmenter la visibilité de ces associations, on a plusieurs services, notamment gratuits. On a une boîte à outils sur notre site internet que vous pouvez aller voir d'ores et déjà. La réponse, en fait, on est une plateforme on vous aide sur notre site à travers des tutos, des guides pour mieux comprendre le référencement. On fait des webinaires, comme aujourd'hui avec Yapla. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Et on essaye de vous donner du contenu pour vous permettre d'être un maximum autonome, de monter en compétences pour mettre en place des stratégies de référencement de votre association. Et en parallèle de ça, on a aussi un travail sous forme d'agence. Donc en fait, on accompagne ces acteurs-là. On peut externaliser la gestion de leur campagne en SEO, enfin de leur campagne en SEA pardon, et en AdGrants. Et également, on fait de la stratégie, on co-construit des stratégies de SEO. Avec vous. Donc, pour des personnes qui sont très éloignées de ces enjeux-là, qui ne connaissent pas du tout, vous êtes déjà au bon endroit, parce que Margot va vous expliquer en quoi ça consiste. Et si vous avez déjà un petit peu de connaissances, mais vous souhaitez vraiment vous équiper un peu plus, on peut aussi vous proposer du coaching. Et enfin, on peut externaliser complètement la gestion de vos campagnes. Sans plus attendre, je vais laisser Margot vous expliquer tout ça plus en détail. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Moi, je suis présent dans le chat si vous avez des questions. Il y aura un temps à la fin de peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour que Margot puisse revenir sur certaines questions si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions, à voter pour les questions les plus pertinentes. Et dans tous les cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer à l'issue du webinaire un petit message sur LinkedIn ou par mail et on vous répondra sans aucun problème.
Donc, bon webinaire à tous et Margot, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, merci Titouan, merci Solène. Enchantée, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Moi, c'est Margot Anedou, je suis experte en référencement, en marketing digital et spécifiquement sur le référencement et accélératrice d'initiatives positives au sein de la Réponse depuis maintenant plus de 5 ans. Aujourd'hui, on aura 1 heure. Alors, c'est assez court pour tous les sujets qu'on va parcourir, mais on aura 1 heure pour vous aider à identifier les différentes stratégies de référencement qui existent, de vous permettre aussi de mieux comprendre le potentiel de chacune de ces stratégies pour votre organisation, pour vos objectifs et répondre à vos besoins, et ainsi vous orienter dans des choix stratégiques et obtenir de la clarté sur les leviers à activer pour développer la visibilité de votre projet et accélérer l'émergence de vos initiatives. Alors, au programme de la formation, on commencera par une première partie pour revenir sur les grands principes du référencement et comprendre l'importance du référencement pour votre projet impact. Dans une deuxième partie, nous décortiquerons ensemble ces 3 acronymes SEO, SEA, AdGrants afin d'en détecter les différents atouts et inconvénients des différentes stratégies, des défis auxquels on se confronte et dans quelle mesure ils sont complémentaires. Et dans une dernière partie, nous reverrons ensemble les différents facteurs de réussite qui vous permettent de dire, ou en tout cas d'évaluer du potentiel de référencement pour votre activité. C'est parti. Donc, pour commencer, je vous propose d'apprendre à nous connaître. Bon, ça va être compliqué parce qu'on est vraiment beaucoup, mais je vous propose de répondre à un petit sondage en bas à droite de votre écran dans l'onglet Sondages pour nous informer de votre niveau de connaissance en référencement. Alors, je pense que Solène, tu as dû partager le sondage. Donc, je vous invite à répondre. Pendant ce temps-là, je vais continuer un petit peu la présentation et je vais rentrer dans la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce que le référencement et pourquoi ça vous concerne. Alors, je ne sais pas où seront les résultats des votes, Solène. Alors, pour l'instant, on a la majorité qui débute complètement, à peu près 65% des répondants, 21% à peu près, j'ai quelques bases théoriques, et 10% à peu près, je comprends les principaux concepts. Tu peux voir les résultats en cliquant sur le petit œil si tu le souhaites. Parfait. Super. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer de vous permettre de mieux comprendre cet univers. Donc, une petite définition du référencement. Bon, le référencement, de façon très théorique, c'est ce que l'on définit comme un ensemble de techniques pour améliorer le positionnement d'un site web au sein des résultats de recherche. Donc, en fait, c'est l'apparition de votre site web au sein des résultats suite à une requête qui est formulée par un internaute dans la barre de recherche. On a tous déjà fait des recherches sur Internet, on a tous déjà vu ce type de résultats. Nous, à la Réponse, on a une définition un petit peu différente. Pour nous, le référencement, c'est se trouver au bon endroit, au bon moment, afin de pouvoir être trouvé par les bonnes personnes qui effectuent des recherches en lien avec mes causes, mes activités, mon projet, etc. Donc, quelles sont les différentes stratégies de référencement qui existent? Donc, ce qu'on appelle le SEM, Search Engine Management. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a beaucoup d'acronymes, et notamment en anglais. C'est l'univers du marketing digital qui veut ça. Mais donc, dans l'univers du référencement, on distingue 3 grands pôles. Le référencement naturel, aussi qualifié de SEO, Search Engine Optimization, qui ce sont toutes les stratégies organiques pour être visibles au sein des résultats de recherche, qui vont être menées du coup sur votre site et en dehors de votre site. On rentrera dans ces concepts plus en détail juste après. On a ce qu'on appelle le référencement payant, le SEA, Search Engine Advertising, désolé pour mon anglais. Ce sont toutes les stratégies payantes pour être visibles au sein des résultats de recherche, notamment par l'achat de mots-clés. Et on a aussi une autre part du référencement qui est le référencement social. Donc ça, c'est tout ce qui touche aux stratégies organiques et payantes pour être visible sur les réseaux sociaux et d'apporter un trafic sur votre site web. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur le référencement naturel et le référencement payant.
Donc, pour vous donner une petite idée et différencier comment différencier les résultats naturels, les résultats aussi qu'on appelle les résultats organiques, des résultats payants, voici un petit exemple d'une recherche sur Google. Donc là, l'utilisateur a tapé « location de matériel médical d'occasion ». Ça, c'est sa requête. En d'autres termes, c'est ce que l'on appelle les termes de recherche. Donc, c'est ce qui est exactement tapé par l'internaute. Ici, sur ce terme de recherche, Google va identifier son intention de recherche. Ici, on imagine que la personne cherche à louer du matériel médical de seconde main. Ici, sous les annonces sponsored, apparaissent les résultats payants, c'est-à-dire les annonces des annonceurs qui ont acheté des mots-clés égaux ou similaires à la requête formulée par l'utilisateur. Juste en dessous, les résultats naturels. Donc, c'est-à-dire les résultats organiques, ce sont les sites web qui ont un contenu pertinent pour venir répondre à cette requête, à cette intention de recherche formulée par l'utilisateur. Une petite aparté sur les moteurs de recherche. L'indétrônable Google est toujours le premier moteur de recherche avec plus de 85% des parts de marché, tout appareil confondu, suivi de Bing et Yahoo qui utilisent également leur API dans d'autres moteurs alternatifs comme Lilo ou Karma. Mais on voit de plus en plus aujourd'hui le développement d'autres moteurs de recherche alternatifs, des moteurs de recherche engagés sur des projets sociaux, environnementaux comme Lilo, Karma, Ecosia, des moteurs de recherche plus orientés protection des données et vie privée. Là, on est sur du Quant, DuckDuckGo, Brave. Mais on a aussi, bien sûr, les moteurs de recherche basés sur les technologies de l'IA qui prennent de plus en plus de place dans nos habitudes sur le web, notamment ChatGPT, Perplexity, Andy, etc. Il y en a beaucoup. Je vous invite donc à tester différents moteurs et d'utiliser celui qui vous convient le mieux en fonction aussi de votre besoin. Car les moteurs, par exemple, basés sur l'IA, ont des domaines de prédilection assez spécifiques. Certains sont plus spécialisés dans le traitement de texte, d'autres traitement d'images, analyse de documents, etc. Je pense que tout ça peut être très complémentaire au final. Donc, pourquoi le référencement, c'est important? Tout d'abord, le référencement est un canal de communication éthique. Alors, est-ce qu'une communication peut être éthique? On différencie en fait en marketing deux types de canaux. Les canaux push, où on vient pousser un message, et les canaux pull, où on vient attirer l'audience sur notre site web. Donc, les canaux push, ce sont les canaux de diffusion. Ça consiste à capter l'attention d'un utilisateur à travers justement le message, la bannière, l'image, la vidéo ou l'élément qu'on veut afficher. C'est une communication d'interruption, dans le sens où les personnes qui naviguent sur Internet, qui sont impactées par vos publicités, n'ont pas forcément demandé de recevoir ce type d'information. Ça permet quand même de toucher une large audience. Ce sont les médias comme la télé, le display, les images, les vidéos, la radio ou encore les publicités sur Facebook, YouTube, Instagram ou les autres réseaux sociaux qui permettent toutefois un ciblage assez large d'une audience basée sur des critères sociodémographiques qui peut être pertinent dans certaines actions de communication. On distingue aussi les canaux pull, ça c'est les canaux d'attraction, donc ce qui consiste à attirer sur notre site web des internautes qui font des recherches en lien avec nos sujets, en lien avec nos thématiques, en lien avec nos produits ou nos causes. C'est une communication de permission. C'est un peu plus éthique dans le sens où la personne a donné la permission de rentrer en contact avec vous. C'est le cas par exemple du référencement, mais aussi d'un abonnement à une newsletter, d'un téléchargement de ressources en échange d'un mail, etc. Ensuite, le référencement, ça permet d'attirer un trafic qualifié, un trafic de par, du coup, les différences de canaux, un trafic qualifié car c'est un trafic qui a fait déjà ses recherches en amont sur votre sujet et donc qui, de base, est un trafic généralement plus qualifié que celui qui provient de publicité display, mais aussi un trafic engagé. Ici, c'est une petite capture d'écran d'un compte Google Analytics où on voit Organic Search et Paid Search. Donc, ce sont les dénominations utilisées sur Google pour qualifier le référencement naturel et le référencement payant.
Ici, on voit des engagements, un taux d'engagement, un taux de rebond, mais aussi une durée moyenne de session qui sont généralement supérieures à la moyenne. Le référencement, ça permet aussi d'être visible tout au long du process de décision. En effet, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de stratégie d'entonnoir de conversion, sinon je vous inviterai à aller consulter cet article. Mais il est important de pouvoir être présent à chaque étape du parcours de prise de décision et le référencement peut vous permettre de vous référencer au-delà de votre nom de marque et donc de pouvoir être découvert, de pouvoir susciter un intérêt et de proposer des ressources qui vont venir répondre aux interrogations que les personnes se posent avant de réaliser un achat, une prise de contact, etc. Donc, maintenant que nous avons vu ensemble qu'est-ce que le référencement et pourquoi c'est important, nous allons déchiffrer ensemble ces acronymes SEO, SEA et AdGrants. Commençons par le référencement naturel. Alors, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? Le référencement naturel, c'est un ensemble de techniques qui permettent de rendre le site plus visible et de générer, au sein des moteurs de recherche, et de générer un trafic organique. La visibilité ne s'achète pas, contrairement au SEA, mais se mérite, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que avoir une bonne stratégie SEO et un site web optimisé en SEO, ça prend du temps et ça coûte de l'argent et ça demande du coup des ressources. C'est pourquoi je dis que ça se mérite, parce que c'est vrai que les ressources ne sont pas forcément équitablement réparties. Donc, pour positionner un site web dans les résultats de recherche, Google utilise un algorithme qui va prendre en compte plus de 200 facteurs différents. Ces facteurs évoluent aussi avec le temps. Donc, il est important de maintenir une veille constante pour pouvoir garder le site à jour. Ces différents facteurs sont classés dans 3 grandes catégories d'optimisation pour simplifier. On a tout ce qui est le SEO technique. Donc, le SEO technique, ça va porter sur toutes les optimisations techniques qui peuvent être entreprises sur votre site web, que ce soit sur l'arborescence, la structure de vos URL, la vitesse de chargement de vos pages, etc. Ensuite, on a tout ce qui est le SEO on-page. Donc, c'est tout ce qui est visible sur votre site web auprès des utilisateurs, mais aussi auprès des petits robots Google qui vont aller chercher le contenu de vos pages afin de savoir quand l'afficher sur quelle recherche et quelle intention de recherche et quelle requête. Donc ça, ce sera votre stratégie de mots-clés, vos articles au sein du blog. Ce sera le contenu de vos pages, ce qu'on appelle aussi le maillage interne, c'est-à-dire les liens entre les différentes pages de votre site web qui permettent une meilleure navigation, meilleure expérience utilisateur et une meilleure compréhension aussi de vos sujets. Mais c'est aussi l'utilisation de ce qu'on appelle les métatitres et les métadescriptions qui donnent de l'information sur vos pages et votre contenu. Et aussi l'utilisation des différentes techniques de construction de page avec les titres de niveau 1, les titres de niveau 2, les titres de niveau 3. Ça paraît bête, mais aux yeux des robots, c'est ce qui permet de pouvoir faire le tri et de pouvoir savoir quand proposer quoi. Pour finir, on a tout ce qui est le SEO off-page. Donc, ce sont toutes les actions réalisées en dehors du site web qui permettent de démontrer l'autorité et la pertinence de votre site web vis-à-vis des sujets que vous traitez. Donc, c'est par exemple la négociation de liens entrants, donc de trouver des sites partenaires qui puissent intégrer un lien qui pointe vers votre site web. Collecter les avis aussi, des avis par exemple sur Google, ça permet d'améliorer le référencement local. Je vous donne un petit exemple de référencement local ici, Solidarimo. Si vous n'avez pas encore de fiche Google My Business, je vous conseille grandement de la créer car cela permet à la fois plus de visibilité dans les résultats de leur recherche. Comme vous le voyez ici, ça prend une grande place et en plus de ça, ça facilite la navigation des utilisateurs s'ils veulent se rendre sur votre site web, s'ils veulent vous contacter ou même pour collecter des avis. Au niveau local, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette visibilité. Et si vous avez aussi des horaires ou plusieurs endroits où les gens peuvent se rendre, par exemple, pour rentrer en contact avec vous, vous pouvez créer plusieurs fiches Google My Business, une fiche par établissement. Alors, SEO. Pourquoi c'est utile le SEO? En fait, le SEO, c'est vraiment votre allié de visibilité sur vos projets long terme.
Les atouts du SEO sont notamment les suivants. Ça permet de constituer une croissance organique de votre trafic grâce à un ciblage aussi précis de votre audience basé sur des intentions de recherche. Donc, ça permet aussi de rentabiliser vos activités sur le long terme et de gagner en autorité sur la toile, sur les sujets qui vous concernent. Donc, dans quel cas c'est pertinent? Voyons ensemble quelques petits exemples concrets. Tout d'abord, si vous voulez attirer un trafic régulier sur le long terme avec une autorité établie. Ici, le SEO est très pertinent. Également, si vous avez un budget de communication réduit sur le long terme ou l'acquisition à terme est moins coûteuse. Attention, je dis à terme parce que le travail initial de construction de la stratégie SEO peut être plus coûteux et chronophage. Si vous agissez au sein d'un marché avec une faible concurrence sur vos mots-clés, alors cela représente une forte opportunité en SEO de se positionner dessus. Sur les marchés trop concurrentiels, il sera peut-être difficile de se distinguer selon les ressources disponibles et le SEA dans ce cas-là, le référencement payant sera un atout majeur pour se positionner sur les mots-clés plus compétitifs. Également, si vous avez du contenu durable, c'est du contenu qu'on appelle du contenu evergreen, c'est-à-dire du contenu qui puisse être consulté d'ici 10 ans et qui soit toujours d'actualité. Ou 5 ans, ça suffit aussi. En tout cas, un contenu qui puisse être réutilisé dans le temps et qui puisse être consulté et qui soit mis à jour aussi régulièrement. Si vous avez un projet, alors là, j'insiste vraiment sur ce point-là, si vous avez un projet de refonte de site ou de création d'un nouveau site, travailler là, c'est vraiment le meilleur moment pour travailler votre stratégie SEO. On sait que les migrations de sites, généralement, ça engendre des chutes de trafic, notamment de trafic organique, post-refonte, ce qui est normal parce que toutes les pages sont nouvelles, donc il faut aussi le temps que les pages se positionnent et que les robots analysent toutes les pages, etc. et les références. Donc, travailler sa stratégie SEO en amont de la refonte, ça permet de gagner du temps post-refonte et ça permet aussi d'assurer l'investissement de cette refonte car c'est quand même un investissement conséquent de refaire un site web. Et donc, travailler sa stratégie SEO en amont, ça permet de mutualiser ce travail et d'éviter de devoir corriger les erreurs derrière. Également, c'est pertinent si vous avez des ressources en interne, à la fois pour gérer l'implémentation des optimisations techniques, la création de contenu, mais aussi d'autres activités de suivi des actions off-site comme récupérer des liens entrants, etc. Donc, je vous donne un petit exemple de l'association Halte à l'obsolescence programmée qui a décidé de travailler sa stratégie SEO dans le cadre de la refonte de leur site web. Alors, si vous ne connaissez pas HOP, c'est une super asso engagée dans la lutte contre l'obsolescence programmée qui promeut également la réparation de produits électroniques. Quels étaient leurs objectifs ici en SEO ? Donc déjà, ils voulaient améliorer la visibilité organique de leur site web dans le cadre de leur refonte de site. L'objectif à long terme était d'attirer un trafic qualifié sur les sujets de l'obsolescence programmée et de la réparation et ainsi renforcer l'autorité du site et les contenus et optimiser les contenus en fonction de la cible. Pourquoi ici le SEO était-il pertinent pour HOP ? Tout d'abord parce qu'ils ont plein de contenus super intéressants et durables comme des guides, des études et plein d'autres ressources qui, sur les sujets de l'obsolescence programmée et de la réparation qui sont valables dans le temps. Et également, le sujet d'ailleurs de l'obsolescence programmée est un sujet d'actualité. Donc, les tendances de recherche sur les pratiques durables sont plutôt à la hausse, ce qui permet de garantir aussi une visibilité. Et leur objectif se basait du coup sur le long terme pour devenir la référence sur les sujets clés liés à l'obsolescence programmée. Mais bon, en SEO, quelques défis toutefois à surmonter avant de se lancer. Quelques contraintes à comprendre, notamment en termes de délai de résultats. C'est généralement plus long, il faut attendre 3 à 6 mois pour commencer à vraiment voir les résultats du travail SEO qui est fait sur un site web. Parce qu'il faut le temps que les pages repassent aux yeux de à chaque vérification des robots pour repositionner. Ensuite, ça nécessite un temps et une expertise technique et une maintenance et une veille constante pour nous adapter aux évolutions des algorithmes sur les moteurs de recherche.
Donc, quand est-ce que le SEO n'est pas la meilleure option? Si vous avez besoin de résultats immédiats pour des actions ponctuelles, des événements, des lancements de produits, etc. Si vous n'avez pas de ressources en interne, pas de temps, pas de budget ou de compétences pour mettre à disposition de ce projet. Si vous avez un marché trop compétitif ou trop niche, alors il sera difficile en SEO de se démarquer et vous aurez sûrement besoin d'un appui SEA pour pouvoir compléter votre visibilité sur le mot-clé trop compétitif. Cela nous amène donc au sujet du référencement payant, ce qu'on appelle le SEA. C'est quoi alors le SEA? Le SEA, c'est un ensemble de techniques qui permet d'acheter des mots-clés pour être visible au sein des résultats de recherche, mais de manière du coup payante. Ça permet d'avoir une visibilité presque instantanée. Au moment où j'achète le mot-clé sur un système d'enchères, mon annonce va pouvoir apparaître au sein des résultats. En gros, c'est de la publicité via notamment des plateformes comme Google Ads ou comme Bing Ads qui permettent de diffuser des campagnes payantes. Donc, des publicités, oui, des annonces, oui, mais quel type d'annonces? En effet, sur Google Ads, il y a différents types d'annonces possibles. On a des annonces display. Ce sont toutes les annonces, les bannières publicitaires qui viennent s'afficher sur le réseau display de Google, c'est-à-dire les sites web et applications partenaires. On a également, donc ça c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un canal push, un canal d'influence. On a aussi les annonces sous forme de vidéos qui peuvent apparaître par exemple sur le feed de YouTube ou bien avant ou pendant le visionnage d'une vidéo. C'est également un canal push. On a les annonces sur la boîte de réception Gmail, mais aussi dans le Google Play Store. On a également des annonces qui sont de canaux pull, donc c'est-à-dire où on vient attirer l'utilisateur. Quels sont-ils? Ici, on voit que l'utilisateur a formulé une requête fauteuil roulant électrique d'occasion et les résultats qui s'affichent, ce sont des annonces sur le feed de Google Shopping. Ici à droite, sur Association humanitaire dans la région de Versailles, nous voyons également 2 annonces qui s'affichent sur Google Maps. Mais, et d'ailleurs, celles dont on va parler aujourd'hui, ce sont les annonces dans les résultats de recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement payant, le SEA. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Tout d'abord, un internaute recherche un terme lié à votre activité. Ici, par exemple, volontariat à Bruxelles. Ensuite, l'algorithme de Google va associer ce terme, cette requête, à un mot-clé ciblé, capturant ainsi à ce moment-là l'intention de recherche. Si votre annonce est le mot-clé que vous ciblez, si vous ciblez par exemple faire un bénévolat à Bruxelles, il est possible que vous apparaissiez même si ce n'est pas le même mot-clé. Pourquoi? Parce que l'intention de recherche derrière volontariat à Bruxelles, volontariat ou bénévolat, ce sont des synonymes, donc on est bien sur la même intention de recherche. C'est d'ailleurs pour ça que ici vous voyez certaines annonces qui s'affichent parlent de bénévolat et pas de volontariat comme la recherche initiale. Par contre, c'est bien à Bruxelles. Donc votre affiche s'annonce en haut des résultats de recherche et vous payez uniquement pour les clics sur votre annonce, pas pour l'affichage. Et le coût par clic sera défini sur base d'un système de mise aux enchères. Donc, le référencement payant, ça vous permettra de vous positionner sur des mots-clés importants pour vous, qui ont de la valeur pour votre activité et pour votre visibilité. Et ça permet aussi notamment de diffuser vos annonces en haut des résultats de recherche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne parce que ce serait assez long à expliquer, mais pour vous donner un petit peu une idée, le positionnement des annonces, parce que alors vous n'êtes pas les seuls forcément à investir sur ces mots-clés. Donc, vous êtes constamment, quand vous allez acheter un mot-clé, vous allez être mis en concurrence avec tous les autres annonceurs qui souhaitent investir sur le même mot-clé. Donc, Google Ads va ensuite déterminer le positionnement de l'annonce en fonction d'un certain nombre de critères, dont notamment l'enchère. En effet, quelqu'un si moi je dis je suis prêt à payer 2 € pour ce mot-clé, mais que mon concurrent est prêt à payer 10, il y a de grandes chances pour que mon concurrent passe avant moi. Parce que Google récupérera du coup plus de bénéfices à vendre son mot-clé 10. L'annonceur donc définit un budget, par exemple un budget journalier, pour couvrir l'achat de ces mots-clés et donc participer aux enchères.
Mais attention, le positionnement de l'annonce ne va pas dépendre que de l'enchère. Elle va aussi dépendre de la qualité de votre ciblage, de vos annonces et de votre site web. En effet, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. La qualité de votre site, le fait qu'il soit sécurisé, que la page d'atterrissage contienne bien l'information recherchée par l'utilisateur, ce sont des critères qui vont hautement rentrer en compte dans le positionnement des annonces, car Google privilégie l'expérience utilisateur au système d'enchères. Donc, pourquoi faire du SEA? Si vous voulez une visibilité rapide, avec du trafic, des conversions et une audience aussi qui soit ciblée et engagée, alors le SEA est fait pour vous. Les avantages aussi, c'est que ça nous permet de générer des résultats qui sont mesurables et donc de faire des tests d'offres par exemple, des tests de page d'atterrissage, des tests de format, d'objectifs, de formulation, de boutons d'appel à l'action par exemple. Cela va nous permettre de pouvoir faire des tests et voir ce qui fonctionne le mieux pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, dans quel cas c'est pertinent? Si vous avez besoin de résultats rapides, que vous souhaitez faire des lancements de produits, événements, etc. Si vous avez du budget aussi à investir dans vos campagnes, parce que si vous arrêtez d'investir, la visibilité s'arrête d'un coup. Si vous avez un marché qui est compétitif, où la visibilité organique est très compliquée à atteindre. Si vous avez également la capacité de modifier votre site web et de créer par exemple des pages d'atterrissage optimisées. Si vous avez aussi la capacité de mesurer votre retour sur investissement, c'est mieux. Alors, sur du e-commerce, c'est assez facile. On sait que pour 1 euro investi, je génère X euros de vente. Par contre, pour certains objectifs, la valeur de la conversion est plus difficile à calculer. Je vous conseille fortement d'évaluer cette valeur afin de pouvoir évaluer la rentabilité de vos investissements et de ne pas jeter votre argent par les fenêtres. Un petit exemple avec Ecoluma qui a lancé des campagnes Google Ads pour rechercher des nouveaux leads et inscriptions à leur formation pour télécharger leurs ressources et s'inscrire à leur formation. Donc Ecoluma, sa mission est de soutenir les enseignants et les chefs d'établissement pour faciliter la réussite des élèves en France à travers différents dispositifs d'accompagnement. Les objectifs du coup de leur campagne étaient d'acquérir des nouveaux utilisateurs, notamment pour optimiser les conversions des inscriptions en formation et des téléchargements de ressources. Donc la cible, c'est une cible professionnelle, B2B, les enseignants et les chefs d'établissement, et ils voulaient également sensibiliser autour des thématiques clés de leur association, notamment la réussite pour tous ou encore l'inclusion. Ici, pourquoi le SEA a-t-il été efficace? Tout d'abord parce que ça leur a permis d'avoir une visibilité immédiate auprès d'un public professionnel, B2B, des professionnels de l'enseignement. Donc, le ciblage est assez précis et permet aussi de tester plusieurs messages auprès d'une audience très qualifiée et donc de pouvoir ajuster aussi les résultats au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ajuster ensuite le contenu du site par rapport aux résultats qu'on aura analysés. Ensuite, ça a fonctionné aussi parce que la promotion des formations et des thématiques clés a été faite de manière efficace à travers des pages d'atterrissage optimisées et aussi car cela permet un retour sur investissement conséquent, notamment à travers les inscriptions aux formations. Alors, oui, le SEA, ça peut vous permettre de répondre à beaucoup d'objectifs, mais il faut savoir quand même qu'on dépend d'un budget assez conséquent et ça peut représenter un coût élevé sur le long terme. Et en effet, si vous arrêtez d'investir dans vos campagnes, alors la visibilité sur les mots-clés achetés s'arrête du jour au lendemain. La gestion de ce type de campagne demande aussi des optimisations constantes et un suivi régulier. Tout d'abord pour bien gérer l'investissement et d'être sûr de là où on investit, mais aussi pour pouvoir continuer à améliorer les performances dans le temps. Car Google aussi valorise la diffusion des annonces des comptes qui sont optimisés. Pour avoir aussi des bons résultats et garantir une rentabilité sur votre campagne, vous avez besoin d'un site qui soit à peu près performant. Donc, quand est-ce que ce n'est pas pertinent? Pour répondre à vos objectifs à long terme, je vous conseille de vous orienter plutôt sur le SEO afin d'éviter de créer cette dépendance budgétaire. Si votre site est peu ou pas attractif, très lent ou que vous n'avez pas de contenu ou qu'il est construit en one page, c'est-à-dire sur une seule page, alors je vous conseille également de retravailler un petit peu votre site en amont, de construire votre stratégie SEA.
Après, il y a quelques ponts qui sont possibles. Par exemple, de créer, si vraiment votre site n'est pas prêt à recevoir un certain volume de trafic, de créer des pages d'atterrissage spécifiques dédiées aux campagnes qui ne sont accessibles que à travers vos annonces, qui peuvent aussi avoir un menu qui diffère de celui de votre site web et qui pourrait du coup inclure l'intégralité de votre message ainsi que l'appel à l'action. Par exemple, si vous souhaitez si vous souhaitez générer des prises de contact pour un service ou pour une information en particulier, alors vous allez peut-être pouvoir créer une page d'atterrissage en mettant en avant pourquoi l'utilisateur a intérêt de vous contacter avec le formulaire directement intégré dans cette page et faciliter du coup la conversion. Si votre budget est limité et difficile à maintenir sur la durée, ou si vos mots-clés sont très compétitifs et donc sûrement très chers, alors ce sera plus compliqué d'investir en SEA. Et je ne vous conseille pas non plus d'investir un gros budget si vous n'êtes pas dans la possibilité de mesurer les résultats correctement. Alors, quand je dis mesurer les résultats correctement, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place un suivi des conversions, un suivi du comportement des utilisateurs qui proviennent de vos annonces afin de pouvoir optimiser, continuer à investir uniquement sur les mots-clés qui ont de la valeur pour vous. Si vous avez aussi la volonté d'internaliser cette compétence, veillez à avoir l'expertise et le temps pour le gérer en interne ou de vous former pour pouvoir le faire. Alors, vous vous dites, bon, bah, moi, le SEA, c'est mon projet, mais par contre, je n'ai pas de budget. Comment faire? Une petite solution pour répondre à cette problématique, c'est le référencement payant avec Google AdGrants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le programme Google AdGrants, mais c'est une bourse qui fait partie du programme Google pour les associations. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement à partir du moment où vous êtes une association ou une fondation. Et vous aurez accès aux différents outils Google comme Gmail, Drive, Google Doc, Google Sheet, etc. Et vous pouvez, avec votre compte Google pour les associations, demander l'activation de votre compte Google AdGrants. Le compte Google AdGrants, c'est un programme dédié aux associations et fondations éligibles qui permet de bénéficier d'un budget publicitaire pouvant aller jusqu'à 10 000 $ par mois, mais plus concrètement 329 $ par jour. Ça permet de diffuser des annonces textuelles uniquement sur le réseau de recherche de Google via l'outil Google Ads. En fait, c'est exactement la même plateforme que Google Ads. La seule différence, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre carte bancaire car vous avez un budget disponible de 10 000 $ par mois et vous ne pouvez faire que des annonces textuelles, pas d'annonces vidéo, pas d'annonces display ou autre que l'on a vu précédemment. Donc, quels sont les avantages d'AdGrants? En gros, tous les avantages du SEA sans la dépendance économique à un budget média. En réalité, le principal avantage différenciant, c'est ça par rapport au SEA, parce qu'au-delà de ça, c'est plus complexe de gérer un compte AdGrants qu'un compte Google Ads. Aussi, c'est gratuit, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que ce que vous n'allez pas du coup investir en budget média, vous pouvez garder une partie pour pouvoir l'investir, soit pour monter en compétence pour gérer ce type de campagne ou pour externaliser et trouver un prestataire qui vous accompagne. Par contre, le gros avantage des campagnes Google AdGrants, c'est la possibilité de laisser tourner les campagnes en fil rouge, et notamment sur toutes les thématiques qui sont intéressantes pour vous. Donc, si vous voulez faire de la sensibilisation à vos causes, que vous avez du contenu utile, pratique, des études de cas, des guides, des articles de blog, des comptes rendus que vous souhaitez partager, alors Google AdGrants sera un super atout pour la visibilité de ce contenu. Donc, dans quel cas est-ce que c'est pertinent? Déjà, si vous êtes éligible. Pour être éligible, il faut avoir le bon statut juridique et un site web de qualité. Ensuite, si vous avez du contenu suffisant pour vous positionner sur justement les différents champs lexicaux de votre mission, de vos sujets, de vos causes, mais aussi de vos services ou de vos produits. C'est pertinent pour les mots-clés accessibles. En effet, si vos mots-clés sont trop compétitifs et qu'il y a déjà trop d'annonceurs payants qui se positionnent sur ces mots-clés, vous risquez de ne pas apparaître. Parce que Google probablement fera passer les annonceurs payants avant les annonceurs Google AdGrants. Donc, un
on va dire que là où il y a du potentiel sur AdVance, c'est lorsque les mots-clés, enfin, lorsqu'il y a beaucoup de volume de recherche des mots-clés et peu de compétition. C'est aussi, ça a beaucoup de potentiel, Google AdWords, si vous rayonnez à un niveau national ou international. En termes de référencement local, on va être très limité en termes de volume et donc très limité en termes de portée sur Google AdWords. Également, ça demande une expertise et un budget spécifique, notamment en interne ou du budget pour un prestataire externe, car ça demande une gestion assez particulière par rapport à des comptes Google Ads qui ont tendance à décoller quand même un peu plus rapidement. Donc, inconvénients et différences. En effet, Google AdWords, sur le papier, 10 000 $ par mois, on se dit « Waouh, mais c'est fou, c'est vraiment exactement ce qu'il me faut ». Bon, il faut d'abord savoir que la première étape, c'est de vérifier votre éligibilité au programme. Pour vérifier l'éligibilité, vous pouvez aller consulter les critères d'éligibilité ainsi que les règles en matière de site web. Si vous ne souhaitez pas faire cette vérification vous-même, vous pouvez nous contacter et la faire directement sur notre site web. On vérifie les éligibilités gratuitement de toutes les associations qui nous demandent. Donc, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas du vrai argent. Google va mettre à disposition des espaces publicitaires invendus. En fait, il ne vous donne pas réellement 10 000 $. Il vous met à disposition des espaces invendus. Donc, vous aurez plus de mal à apparaître que on va dire que des annonceurs classiques. Et votre compte risque d'être suspendu s'il ne respecte pas les règles de gestion. Donc, ce n'est pas si pertinent si vous n'êtes pas une association, si votre site web est insuffisant, si vos objectifs sont limités. Par exemple, si vous cherchez uniquement à trouver des bénévoles ou collecter des dons ou faire signer des pétitions, alors le potentiel d'AdWords sera très limité et vous risquez d'y passer beaucoup de temps pour peu de résultats. Si votre activité est très locale ou très concurrentielle, orientez-vous plutôt sur le SEA ou le SEO local. Et si vous manquez de ressources, alors investissez vos ressources dans quelque chose qui vous prendra peut-être moins de temps. Donc, quel levier est fait pour vous ? On a tendance à parler du SEO d'un côté et du SEA de l'autre, mais il faut savoir que ce sont deux stratégies assez complémentaires. Pourquoi c'est encore mieux de combiner les deux ? Déjà, vous profitez d'une double exposition, à la fois dans les résultats naturels et dans les résultats payants. Ensuite, vous donnez les bons signaux aux algorithmes. De manière générale, un bon référencement naturel impactera à la hausse les résultats de vos campagnes en référencement payant. De bonnes campagnes impactera aussi le référencement SEO car ça vous permettra d'aller trouver des informations très précieuses sur votre audience et sur ce qu'ils recherchent. Maîtriser les coûts aussi du SEA peut être fait en intégrant les mots-clés les plus compétitifs dans votre stratégie SEO et donc réduire les investissements sur ce mot-clé. Ça vous permet aussi de récolter des données plus précises et plus rapidement via le SEA qui peuvent implémenter la stratégie du référencement naturel. Donc, les deux peuvent venir s'alimenter. Également, en SEA, en référencement payant, on peut utiliser les listes de remarketing, c'est-à-dire cibler les utilisateurs qui sont venus via le référencement naturel sur votre site web et qui n'ont pas forcément pris de contact avec vous ou réalisé une action spécifique. Vous allez aller les retargeter à travers des publicités Google Ads. Vous pouvez également vous servir du SEA pour tester rapidement des objectifs, des messages, des pages et ensuite les développer et les optimiser en référencement naturel. Donc, le référencement naturel est-il pertinent pour mon est-il pertinent pour mon projet à impact? Ici, il y a pour savoir si pour évaluer votre potentiel de référencement, vous pouvez aller regarder plusieurs éléments. Déjà, allez regarder s'il y a suffisamment de volume de recherche. S'il y a très peu ou pas de volume de recherche, alors ce sera difficile de vous positionner sur ces mots-clés. Ensuite, vérifiez que vos objectifs sont alignés à ce canal de communication. Comme on l'a vu précédemment, le référencement peut être un super levier pour développer votre notoriété, pour générer du trafic, sensibiliser à vos causes, trouver des bénéficiaires, trouver des clients, vendre vos produits, vos services, générer des prises de contact ou ce qu'on appelle des leads, proposer des ressources gratuites en téléchargement et agrandir votre communauté. Par contre, si votre objectif est uniquement de collecter du don, de trouver des bénévoles ou encore de faire signer des pétitions,
le référencement, ce sera plus limitant en termes de potentiel. Et une stratégie sur les réseaux sociaux sera probablement recommandée pour pouvoir amplifier la visibilité de vos actions. Exact. Et essentiellement aussi, si vous souhaitez communiquer de manière ponctuelle sur un événement ou sensibiliser à une cause très peu connue ou très peu recherchée, alors ne perdez pas votre temps à essayer de vous référencer sur ces champs lexicaux. Ensuite, un autre facteur de réussite, c'est la qualité et la fiabilité de votre site web. Si votre site n'est pas de bonne qualité, alors la stratégie de référencement sera sûrement peu efficace. Par contre, si votre site web est moderne, optimisé pour transformer les visiteurs, alors une stratégie de référencement aura beaucoup de succès. Ça vous permettra notamment, alors quand je dis un site web optimisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un site web qui a un contenu pertinent, pas d'erreur sur les liens, des boutons d'appel à l'action qui sont clairs et optimisés avec des témoignages, des chiffres, des références, etc. Un autre facteur de réussite, c'est si vous êtes capable aussi de gérer une hausse de trafic sur votre site web. Si votre objectif, c'est de générer des prises de contact, vous allez alors pouvoir générer un nombre de prises de contact beaucoup plus important, bien vérifier l'adéquation des ressources en interne pour pouvoir répondre à toutes ces prises de contact ou pour pouvoir répondre aux commandes, etc. Dernier facteur clé, que vous soyez prêt aussi à investir du temps et de l'argent dans ce projet. En effet, le référencement, ça ne se fait pas tout seul et ça prend aussi du temps, aussi bien en termes d'implémentation qu'en termes d'optimisation et de maintien. Donc voilà, nous avons fait le tour. C'est donc à vous de jouer. Je vous ai relisté ici les quelques questions à se poser avant de vous lancer et de décider quel levier serait intéressant d'activer en référencement pour accélérer l'émergence de votre projet. Et pour ça, je vous propose un petit sondage, donc comme au début, sur l'onglet sondage, pour savoir, selon vous, en fonction de ce que nous avons vu ensemble, quelle stratégie vous semble la plus adaptée pour votre projet et pour vous aider à répondre à vos objectifs. Si vous souhaitez aller plus loin après le webinaire, vous pouvez retrouver ici des liens pour aller sur notre boîte à outils, consulter nos différentes publications, nos vidéos, nos webinaires, mais aussi nos mini-formations en ligne et gratuites via ce lien. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin aussi sur ce sujet, on propose des audits gratuits pour tous les acteurs du changement qui souhaitent monter en compétence sur les sujets du référencement. N'hésitez pas à nous contacter via notre site web si vous souhaitez bénéficier d'un de ces audits et de pouvoir évaluer ensemble votre potentiel de référencement. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je vais y répondre. Alors, je me permets de remonter sur scène pour te dire un grand merci, Margot, pour cette belle présentation. On a eu quelques questions pendant le webinaire et puis Titouan a bien fait chauffer le clavier là, à répondre à tout le monde. Donc, merci à tous les deux. S'il y en a parmi vous qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça a été plutôt clair. Est-ce que Google My Business est payant? Ah non, tu as répondu déjà. En fait, vous avez répondu à toutes les questions, j'ai plus de questions. On a essayé d'être efficace. Bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser soit dans l'onglet questions d'ailleurs. On a encore 10 petites minutes, donc s'il y a besoin, je peux répondre. Peut-être pour ceux qui nous connaissent moins, sur Yapla, je disais tout à l'heure, c'est un outil assez complet, donc on permet de faire plein de choses et peut-être qu'on peut revenir juste 2 petites secondes sur la slide de Yapla. Enfin, je ne sais pas si j'avais mis les fonctionnalités, peut-être pas. Non, mais t'embête pas, tu peux rester là en fait. Ouais, très bien sur les contacts. Donc sur Yapla, vous pouvez créer un site web en fait. Un site web qui est particulier parce qu'il peut être transactionnel dans le sens où il vous permet d'encaisser tous vos paiements d'adhésion, de dons, d'événements, de billetterie d'événements par exemple.
Et la complémentarité, du coup, avec la réponse, ce qui est chouette, c'est qu'avec Yapla, nous, on vous offre la technologie pour créer votre site web. Et la réponse, ils ont toute l'expertise, vous l'avez bien vu avec Margot, tout ce qu'elle vous a présenté, pour rendre ce site web visible auprès de votre communauté en fonction de vos objectifs, de votre contexte, de la réalité de votre association. Donc, vous allez recevoir de toute façon un email avec des liens qui vous permettent de voir en fait à la fois Yapla, comment vous pouvez créer votre site web, quels sont les outils à votre disposition, sachant que vous pouvez le faire soit en autonomie. On a aussi des experts qui sont là pour vous accompagner dans la création du site web. Et puis, vous aurez aussi dans cet email, et puis vous l'avez sur la présentation là, de quoi aller bénéficier d'un audit gratuit. Je vais remettre le lien d'ailleurs de la part de la réponse, qui est, à mon sens, une super opportunité si vous avez, si vous avez un site web ou un projet de site web. Alors, si vous n'avez pas encore de site web, l'audit, ça peut être compliqué, mais en tout cas, si c'est un projet, je trouve ça chouette. J'aurais adoré à l'époque où j'avais une asso pouvoir bénéficier de cet audit-là. Alors, on a quelques questions qui arrivent en même temps, donc je me permets de les afficher à l'écran. Donc, on a Grégoire qui nous demande, donc, est-ce que vous utilisez Wincher pour la pertinence des mots-clés? Je ne sais pas si ça vous parle, Margot. Tu es en mute, Margot. Pardon. Alors non, à titre personnel, je n'utilise pas Wincher pour la pertinence des mots-clés. Titouan, tu es familier avec l'outil? Non, je ne l'utilise pas non plus. En tout cas, c'est une très bonne question, merci. On la posera aussi à nos experts en référencement naturel au sein de la réponse, à voir s'ils utilisent cet outil. Globalement, sur les mots... Pardon, vas-y Margot. Non, sinon, globalement, sur les mots-clés, tu voulais préciser sur la pertinence des mots-clés? Justement, sur le fait que un outil très utilisé, c'est SEMrush, qui est vraiment super intéressant pour justement faire des analyses de volume de recherche de mots-clés, de pertinence des mots-clés, de regarder aussi ce que peuvent faire vos concurrents, en tout cas les entreprises ou les associations du même secteur que vous. Donc, c'est un outil qui a des fonctionnalités gratuites de base et après, il faut payer, donc c'est un petit peu cher. Mais en revanche, c'est assez pertinent. Il y a Ahref aussi, Ahref, que vous pourriez aller voir. Et pour compléter, si vous souhaitez aussi étudier la pertinence de vos mots-clés en termes de ciblage, etc., vous pouvez aller voir sur Google Trends, qui vous permet d'évaluer les tendances de recherche liées à ces mots-clés-là. Et vous pouvez également utiliser le Keyword Planner au sein de l'outil Google Ads, qui permet de faire à la fois des études et des analyses des volumes et des niveaux de compétitivité des mots-clés, d'une part, et d'autre part, qui vous permet aussi de générer des idées d'autres mots-clés, de nouveaux mots-clés ou des mots-clés des recherches associées à ceux que vous souhaitez cibler pour étendre votre ciblage sur de nouvelles requêtes. Merci beaucoup pour votre réponse. J'affiche une autre question. Je suis désolée si j'écorche vos prénoms de Enora. Donc, il nous demande qu'est-ce qui est plus efficace pour le référencement naturel, de mettre moins de mots-clés dans les onglets qui vont donner les pages et dans chaque page faire plusieurs sous-titres, ou mettre plus d'onglets et donc des pages et chacune avec une seule info. En fait, de mettre moins de mots-clés dans les onglets qui vont donner les pages. Dans chaque page, faire plusieurs sous-titres. Je pense que la question, c'est pas... en fait, est-ce qu'il vaut mieux focus un mot-clé pour chaque page, par page, et du coup avoir plusieurs pages, ou est-ce qu'il vaut mieux créer une seule page avec tous les mots-clés qu'on cherche à cibler? Je pense que c'est ça le fond de la question. Alors, si vous souhaitez vous référencer sur un mot-clé spécifique, il vaut mieux créer une page spécifique sur cette requête. Pourquoi? Parce qu'une page avec trop de mots-clés n'est plus une page positionnée sur les mots-clés. D'ailleurs, généralement, les pages d'accueil des sites web qui référencent un peu toute la structure du site ne sont pas des pages bien positionnées en dehors du nom de marque. Par contre, si vous allez rentrer dans les détails de chacun de vos sujets, et si vous avez envie de vous positionner sur différents champs lexicaux qui sont adressés aussi à différents types d'utilisateurs, alors en effet, je vous conseille de créer plusieurs pages, une page par audience et par mot-clé.
Pour les articles de blog aussi, c'est très intéressant de créer du contenu via un blog ou via du contenu d'articles, notamment pour ça aussi, pour pouvoir créer des articles et du contenu spécifique à un mot-clé. Et vous pouvez aussi créer autant de pages que vous voulez dans votre site web. C'est une question qui est déjà remontée pour savoir si c'était embêtant d'avoir trop de pages. Alors, il n'y a jamais trop de pages. Le tout, c'est comment est-ce qu'on l'organise et comment on le met à disposition des internautes. Merci beaucoup, Margot. Donc, il y a une question de Stéphane. Je commençais à y répondre à l'écrit, mais finalement, je vais plutôt y répondre à l'oral. Donc, sur Yapla, dans la partie SEO, comment créer un fichier robot texte. Donc, en fait, comme tout outil de site web, il vous suffit d'utiliser un outil de traitement de texte. Donc, ça peut être l'outil natif sur votre ordinateur ou donc que ce soit avec Windows ou avec Mac. En général, il y a toujours un outil de traitement de texte. Et puis après, derrière, je vais vous partager un article de Google qui peut vous aider sur le contenu, en fait, selon ce que vous voulez mettre dedans. Donc, je vous partage ça tout de suite dans le chat. Et donc, après, une fois que votre fichier est créé, vous pouvez tout simplement l'implémenter, le télécharger à l'endroit de là où est-ce que vous avez trouvé, du coup, la fonction. Peut-être petite note sur ce qu'est un fichier robot texte. Pour ceux qui ne le savent pas, un fichier robot texte, c'est le fichier texte qui permet de contrôler l'accès des robots d'indexation, ce qu'on appelle les crawlers, aux différentes parties de votre site web. Donc, c'est un fichier qui va recenser toutes les pages à référencer au sein des moteurs des résultats de recherche. Au plus ce fichier est maintenu à jour, au plus vous assurez la visibilité des bonnes pages au sein des moteurs de recherche. Et vous pouvez aussi le soumettre en créant un compte Google Search Console. Donc, une fois que vous avez créé votre fichier, vous pouvez soumettre votre fichier à la Search Console pour pouvoir donner directement les URL à analyser par les robots. Tac. Merci beaucoup, Margot, pour le complément de réponse. Je crois qu'on a d'autres questions qui sont arrivées, donc notamment Anne qui nous demande, donc sur Google, mon association n'apparaît pas. Comment faire? Alors, c'est un site Yapla, de ce que je vois. Alors, il faudrait vérifier peut-être déjà si vous avez bien coché l'indexation dans les paramètres du site. Et puis après, le référencement, c'est justement tout ce qu'expliquait Margot, ça prend du temps, c'est un travail derrière au niveau du contenu, au niveau de la technique du site. Donc, peut-être que vous pouvez prendre un rendez-vous pour avoir avec l'audit, avec la réponse. Peut-être que ça peut être intéressant de voir s'il y a des axes de travail qui vous permettraient d'être mieux visible sur Google. Stéphane, effectivement, c'était la partie contenu. Ok. Du coup, j'espère qu'on a répondu à votre question, Stéphane. Eh bien, je crois qu'on a fait le... Ah non, il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, Jérémy, bonsoir. Comment savoir si notre compte Google AdGrants est-il bien paramétré? Je suis en mute. Comment savoir s'il est bien paramétré? Déjà, si vous générez des résultats avec vos campagnes. Ensuite, vous pouvez aller dans la partie de paramétrage. Il y a certaines choses que vous pouvez vérifier, notamment qu'il n'y ait surtout pas votre numéro de carte bancaire. Attention, j'insiste bien sur ce point-là, parce que si vous rentrez vos informations bancaires sur un compte Google AdGrants, il sera automatiquement transformé en un compte Google Ads classique. Il faudra refaire une nouvelle demande de bourse. Après, le compte Google AdGrants se paramètre aussi en fonction de vos besoins spécifiques. Donc, il n'y a pas un paramétrage, on va dire, global, mais le paramétrage peut se faire à plusieurs niveaux. Et vous pouvez notamment, par exemple, mettre en place des règles automatiques qui vous permettent de ne pas entraver les règles du programme et donc de ne pas risquer que votre compte soit suspendu pour non-gestion du compte. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et au-delà du compte Google AdGrants, ce qu'il faut aussi bien vérifier, c'est comment est paramétrée la campagne que vous souhaitez lancer.
C'est aussi ça, la stratégie d'enchère et le paramétrage de la campagne qui va permettre de diffuser ou non une campagne. Donc, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette analyse et vous souhaitez qu'on regarde votre compte AdGrants pour vous donner quelques petits conseils d'optimisation, on le fera avec plaisir. On a l'habitude aussi de faire ça. Merci beaucoup. Alors, du coup, Anne Dufour, par rapport à votre message, j'aimerais que les 5 mots-clés apparaissent. Peut-être que ça, vous pourrez en discuter dans l'audit. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, d'ailleurs, l'audit en termes d'étapes. Tu l'as peut-être déjà expliqué, Margot. Non, je ne l'ai pas expliqué. Alors, on a un formulaire à disposition. Au plus vous nous donnez d'informations sur vos objectifs et vos besoins, au plus on sera capable d'affiner l'audit sur votre cas spécifique. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est que nous, on fait l'audit de notre côté et on vous fait soit un retour par email avec tous les points à analyser et à creuser pour le potentiel, soit on vous propose un rendez-vous de 30 minutes ou 1 heure pour discuter ensemble du potentiel et pouvoir aller plus loin dans l'audit. Voilà. Vous avez du coup 30 minutes ou 1 heure d'échange privilégié avec un expert en référencement pour vous aider à mieux comprendre le potentiel et de voir comment cela s'adapte à votre projet. Voilà. Merci beaucoup. On a Enora qui nous demande comment prendre rendez-vous avec vous pour des conseils. Alors, je ne sais pas, Enora, si vous parlez de la réponse du coup de Yapla, mais ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais vous remettre le lien pour la prise de rendez-vous avec Yapla. Alors, Yapla, c'est par ici. Voilà. Et puis, pour les utilisateurs d'Yapla, vous pouvez aussi nous contacter. On a une équipe qui est disponible par mail à support@yapla.com. N'hésitez pas. Ou bonjour@yapla.com, comme vous le voyez à l'écran. On a toute une équipe qui est là pour vous accompagner aussi, qui est plus réactive. Si jamais c'est urgent, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Eh bien, on dirait qu'on a fait le tour des questions. Non, il y en a une autre qui arrive. Donc, le site, je crée avec... dit que j'avais payé... Comment? Ah, Wix. Donc, le site... Ah, alors par contre, si c'est avec Wix, pour le coup, nous, Yapla, on ne pourra pas vous aider parce que on ne connaît pas du tout la solution. On est vraiment expert que de notre solution Yapla. Donc, pour le coup, si vous rencontrez des difficultés avec Wix, c'est avec eux qu'il faudrait voir directement. C'est des difficultés techniques ou c'est quel type de difficulté? Ah, sur le référencement. Alors, il faut quand même savoir que le référencement ne dépend pas directement, alors ça a des impacts, mais ne dépend pas directement de la plateforme sur laquelle est hébergé votre site web, mais surtout de la qualité de votre site et du contenu, comme on l'a vu ensemble. Donc, c'est pas un problème que ce soit sur Wix. C'est ce que je voulais dire. Oui. On peut quand même réussir à faire du référencement sur Wix. Enfin, on peut faire du référencement vraiment avec tout type. Après, c'est les fonctionnalités qu'on a à disposition dans les différents logiciels qui font qu'on peut ou pas mettre certaines choses en place. Mais ce n'est pas en tout cas le logiciel qui est décisif sur le positionnement des résultats. C'est pour ça que je disais qu'on est hyper complémentaires entre Yapla et la réponse, parce qu'encore une fois, Yapla, c'est juste la solution technologique. Mais après, pour réfléchir à comment construire le site web de manière optimisée, quel contenu mettre dessus, etc. Là, c'est plus du coup les équipes de la réponse qui pourraient vous accompagner sur ces réflexions-là. Et du coup, Enora, vous avez un lien pour bénéficier d'un audit gratuit. Peut-être que ça vous permettrait de ces conseils.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si jamais vous aviez d'autres questions qui arrivaient par la suite, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, par mail, vous avez nos contacts à l'écran. Vous les aurez aussi juste à la fin du webinaire. Quand il va s'arrêter, vous allez recevoir un email avec les informations. Jérémy, pour répondre à votre question, oui, il y a des contenus sur notre aide en ligne pour, je vais vous partager tout de suite, pour vous aider à créer votre site web. On a tout un site d'aide en ligne avec des centaines d'articles pour vous aider dans l'utilisation de la plateforme. Et du coup, je vous invite à la consulter. Et puis, écoutez, sinon, pour moi, ça a été un plaisir d'être là avec vous ce soir. Encore un grand merci à tous les deux, Margot et Titouan, pour votre présence au webinaire. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi qui avez participé, vous avez appris plein de choses. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.